Bienvenue dans cette vidéo d'accompagnement de MHM. Cette vidéo va traiter plus spécifiquement le troisième des 4 temps d'activité de la journée, en l'occurrence la résolution de problèmes. La résolution de problèmes a toute sa place dans la méthode et elle est même centrale dans la méthode. Elle est pratiquée quotidiennement et elle confronte les élèves à plusieurs types de problèmes. D'abord les problèmes numériques, ce sont ceux qu'on connaît bien, qui travaillent le sens des opérations. Les élèves vont apprendre à résoudre des problèmes numériques simples ou à plusieurs étapes selon une programmation, une progression qu'on verra en fin de vidéo. Ces résolutions de problèmes sont souvent accompagnées de supports variés, un diaporama animé qui détaille la démarche et les modalités de résolution pour accompagner la réflexion de l'élève dans la démarche manipuler, représenter, abstraire. Il peut aussi s'agir d'un jeu, comme c'est le cas en CP en début d'année. Il peut aussi s'agir d'un support papier classique, notamment pour les problèmes à étapes, afin de pouvoir détailler tranquillement les deux étapes. Et enfin, le dernier support correspond aux 2 mini-fichiers Problemus, qui sont proposés tout au long de l'année, qui seront un des supports privilégiés pour s'entraîner à son rythme à résoudre des problèmes, en lien avec la progression retenue. Sachez que dans le bibliomanuel, il y aura un Problemus numéro 3 en complément pour différencier et aller plus loin. Les élèves vont aussi être confrontés à des problèmes ouverts, atypiques, qu'on appelle aussi problèmes pour chercher. Ils sont au cœur des ranimates et parfois proposés à d'autres occasions, en calcul mental, en rituel ou en temps d'apprentissage. Ils permettent à l'élève d'apprendre à chercher, de se creuser la tête, tout simplement, et de développer sa flexibilité, c'est-à-dire face à un problème donné, d'envisager plusieurs approches différentes et de faire preuve de souplesse. Ainsi, dans MHM, les élèves résolvent quotidiennement des problèmes numériques et régulièrement les autres types de problèmes cités, et ce dans tous les domaines. En termes de qualité et de quantité, MHM répond dans cette nouvelle édition pleinement aux attentes institutionnelles en proposant sur les 30 semaines plus de 300 problèmes, soit une moyenne de 10 problèmes par semaine comme c'est attendu. Nous proposons aux élèves une démarche de résolution en 4 étapes clairement identifiées pour les élèves et qu'on retrouve au début du cahier de stratégie. La première étape consiste à comprendre le problème. Le texte est une histoire, la question me dit ce que je cherche. Et dès que j'aurai appris les stratégies, je chercherai quelle stratégie correspond au problème. La deuxième étape correspond à la représentation du problème. Je fais un schéma ou un dessin. La troisième étape correspond au calcul de la réponse. Il peut s'agir dans certains cas d'une simple manipulation avec du matériel. Et la quatrième et dernière étape correspond à la rédaction de la phrase réponse. En début d'année, dans le mini-fichier Problemus 1, la phrase réponse est en grande partie prise en charge pour limiter les problèmes rédactionnels et ne pas faire d'une séance de problèmes une séance d'écriture extrêmement longue et fastidieuse. Détaillons un petit peu ces 4 temps. Le premier temps, le temps 1, comprendre. Le texte est lu par l'enseignant ou par l'élève, selon le contexte et le moment de l'année, bien entendu. Pendant cette étape, l'élève se construit une image mentale. Même si l'énoncé semble pleinement rattaché au réel, son sens n'est pas toujours accessible pour l'élève. Notre objectif est que l'élève prenne de la distance pour aller vers une symbolisation, une schématisation dans l'étape numéro 2. C'est à notre sens l'étape fondamentale pour l'élève. Il doit réaliser un travail de compréhension et de traduction. Qu'est-ce que je sais dans ce problème? C'est-à-dire qu'il doit décoder, seul ou avec l'aide de l'adulte, les mathématiques qui sont présentes dans les mots, sans tomber dans la mauvaise stratégie qui consiste à chercher des mots inducteurs et trompeurs, comme parfois les élèves le font. Lorsque le travail de découverte du texte est collectif, les échanges permettent d'affiner la compréhension, l'enseignant pouvant reformuler, favoriser certaines confrontations d'idées. L'objectif est de comprendre de quoi parle le problème, savoir de quoi il parle, ce qu'on connaît, ce qu'il faut trouver. L'élève ayant compris le problème va ensuite verbaliser, coder l'énoncé, chercher une stratégie de résolution, en utilisant, si besoin, un ou plusieurs outils de représentation. Il doit y avoir une sorte de ligne d'horizon permanente. Que faut-il trouver? De quelles informations ai-je besoin pour trouver? Voici un exemple en début d'année en CP à partir du jeu du quart. Jeu qui permet d'initier 2 premières résolutions de problèmes numériques, généralement additives. Le temps numéro 2, le temps de représenter. L'élève convertit l'histoire en situation mathématique. Ça consiste en fait pour lui à adopter une schématisation, une représentation qui lui indiquera quel calcul effectuer pour répondre à la question posée. Il existe de nombreux modes de représentation.
Le modèle en barre sera proposé dans les stratégies de problème, mais nous encourageons les enseignants à proposer un deuxième modèle et un troisième modèle si nécessaire. Il y a évidemment des avantages et des inconvénients à ce choix, comme aux autres. À notre sens, une des difficultés majeures reste la compréhension de l'énoncé. L'étape 1. Sans compréhension, impossible de convertir, de recoder l'énoncé en représentation mathématique. La méthode va donc enseigner explicitement aux élèves à schématiser, en proposant des modélisations, tout en encourageant les élèves à s'engager dans leur propre représentation pour aller vers l'abstraction. On gardera à l'esprit de ne pas imposer à des élèves une représentation s'ils n'en ont pas besoin et sont parfaitement en réussite. L'objectif est bien qu'au fur et à mesure, ces outils soient délaissés par les élèves qui sauront s'en passer. On travaillera par exemple avec le schéma en barre, bien connu, ou avec des modèles par ensemble, voire, comme ce sera le cas sur certaines situations problèmes, ou en CE1, l'utilisation d'une ligne temporelle qui permet de voir les différentes étapes dans une idée un petit peu ordinale des choses, ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Voici un exemple de représentation en classe dans le cadre des tests qui ont été faits l'an dernier avec des classes de CP. Le temps numéro 3, c'est le temps de calculer. Calculer signifie que l'élève modélise la représentation qu'il vient de réaliser en un calcul. Cela demande à l'élève d'avoir bien compris la traduction en calcul de la représentation choisie, mais aussi d'avoir des compétences techniques suffisantes pour faire le calcul mentalement, en ligne ou en posant l'opération. C'est l'étape finale de la démarche manipuler, représenter, abstraire dans la résolution de problèmes. Voici quelques exemples tirés de l'expérimentation de l'an dernier. Un élève a besoin de CD de jetons pour faire un calcul. Là, on était sur un problème de multiplication avec situation de partage et puis une formalisation classique de plus 10 égale 12. Et enfin, un dernier exemple sur la résolution de problèmes en début d'année. Le temps numéro 4, c'est le temps de communiquer. Il s'agit de rédiger la phrase-réponse en revenant à la question de départ. Je rappelle que dans la démarche, on encourage les élèves à lire d'abord la question, qui est toujours en gras dans les mini-fichiers, puis à relire l'intégralité du problème. Ça change complètement sa façon d'envisager le texte. Ça lui permet aussi de voir qu'est-ce qu'on attend et d'utiliser plus tard les mots qui sont présents dans la phrase-réponse. Tout l'enjeu de la phrase-réponse réside dans sa justesse, bonne unité de mesure, cohérence avec le texte. Voilà quelques exemples. Il y a 10 poires. Alors, elle redonne 2 euros, 9 euros, je ne sais plus. On est en CP, à partir du moment où on leur demande de rédiger, il va forcément y avoir des difficultés d'écriture, de rédaction. Il ne faut pas que cela devienne des obstacles à la production du travail de mathématiques. Ça reste un travail de mathématiques. L'exigence orthographique de majuscules et de points doit venir, à mon sens, dans un deuxième temps. Sinon, on risque de cumuler les obstacles pour les élèves et de leur mettre une pression qui va limiter leur engagement dans de futures situations de résolution de problèmes. Et voici un exemple en CE1 dans le cadre des tests de l'an dernier sur une résolution de problème, un problème de comparaison utilisant des mesures. Donc là on voit qu'il y a eu plusieurs choses écrites par l'élève. C'était un travail sur un arbre qui a doublé de taille au bout de 5 ans. Donc utilisation du modèle en barre, utilisation mise en forme du calcul et puis retour à l'unité. Dans le cadre de la résolution de problèmes, les élèves sont accompagnés avec le cahier de stratégie. En CP, on a fait le choix de 5 stratégies. Il est difficile d'être exhaustif sans prendre le risque de faire couler les élèves sous un nombre de stratégies importantes. Donc ce sont des choix qui ont été faits dans la méthode qui seront en cohérence avec ceux faits en CE1 et plus tard en CE2. Exemple de stratégie, alors notre idée était d'illustrer la stratégie non pas par un texte généraliste et compliqué, mais plutôt par l'utilisation d'un problème référent, ici une histoire de biscuit, en reprenant les 4 étapes de la démarche. Donc je comprends, donc je cherche le nombre de biscuits, un exemple de modélisation de représentation, la mise en forme du calcul et enfin la phrase-réponse. L'idée du schéma ou de la modélisation, c'est de permettre à l'élève de recoder, de remettre en forme ce qu'il a compris et puis d'accéder ensuite au calcul.
Deuxième exemple de stratégie, la stratégie numéro 5, qui sera formalisée en C1 avec la multiplication, parce qu'ils ne l'ont pas encore vu en CP. La progression en CP. Alors, comment elle est construite? Il existe plusieurs façons de catégoriser les problèmes. Depuis sa création, MHM a établi sa classification à partir des travaux de Catherine Houndement. Je vous invite à lire l'article qui est cité dans l'introduction du guide d'ailleurs, sur la catégorisation des problèmes simples et complexes. Ensuite, pour être certain de varier le type de problème et pour avoir des schématisations adaptées aux élèves, on a procédé à une sorte de croisement entre la typologie de Vergniaud et celle de Singapour, qui est reprise dans la plupart des pays anglo-saxons, afin d'avoir une progression qui permette de voir tout ce qui a besoin d'être vu, d'être en cohérence d'une année sur l'autre. Donc la progression sur la résolution de problèmes s'inscrit dans la continuité des années précédentes et des années suivantes. Lors de la rencontre avec un problème de type donné, l'enseignant prendra davantage de temps pour expliciter la résolution, en extraire soit une affiche synthèse, soit une explicitation de la stratégie pour la prochaine fois. Donc les élèves vont ainsi rencontrer 5 types de problèmes au cours de l'année de CP, donc 4 types additifs, 1 type multiplicatif. Donc là, dans l'introduction du guide, je vous ai repris l'image. Vous retrouvez la formulation, la stratégie et le moment de l'année auquel ça arrive. Donc l'objectif était que finalement, à la moitié de l'année, ils aient vu les 5 stratégies pour avoir pleinement le temps, sur le reste en l'année, de les rebrasser, de s'entraîner. En sachant que la stratégie 1 et 2 pourrait être, on y avait pensé à un moment, fusionnée en une seule, puisqu'on retrouve le même type de schéma qui est utilisé. Parfois, l'élève ne voit pas complètement la différence entre la réunion de collection et le fait d'ajouter quelque chose, la transformation positive. Alors, la gestion de la difficulté, les élèves présentent souvent des difficultés en résolution de problèmes. Elles sont de différents niveaux à notre sens. D'abord, on trouve des difficultés dans la lecture et la compréhension. Alors, quand c'est le cas, la première aide qu'on peut fournir, c'est de lire à la place de l'élève ou d'utiliser un audio. On peut se libérer des difficultés de compréhension de l'écrit dans ces cas-là pour s'ancrer dans l'oral, qui est plus accessible pour les élèves. Et puis, on peut mettre ensuite en place les stratégies nécessaires de compréhension de l'oral, donc clarification du vocabulaire, du contexte culturel. Étant donné que l'objectif est bien de travailler une démarche mathématique, il ne faut pas hésiter à produire un énoncé qui serait dans un contexte compréhensible par l'élève et qui reprendrait le même schéma mathématique. Ce n'est pas très difficile à inventer en CP, même dans le feu de l'action. La deuxième difficulté fait référence à la charge cognitive, parce qu'en effet, résoudre un problème implique une charge cognitive importante. Ainsi, on peut simplifier les données numériques, parce qu'il me semble qu'il est inutile de rajouter une difficulté de calcul pour travailler la structure du problème. Donc, tout dépend de notre objectif et ce qu'on veut travailler. On peut aussi changer le contexte si ça embrouille l'élève. On peut lui apporter toutes les aides dont il a besoin. Le but n'est pas qu'il cumule des difficultés, mais bien qu'il comprenne les différentes étapes et qu'il puisse les mettre en œuvre au mieux par rapport à ses besoins. Et puis, il y a une difficulté à s'approprier un modèle de représentation. Il faut bien garder à l'esprit que quel que soit le type de représentation choisi, certains élèves seront en difficulté. Il n'y a pas de représentation magique qui fonctionnerait pour tout, contrairement à ce que parfois on pourrait vouloir vous faire croire. La recherche a montré que voilà, c'est assez varié de ce côté-là. Ce qu'il faut travailler, c'est plutôt la traduction du texte en éléments mathématiques. Il faut sortir des éléments qui personnifient le problème, faire comprendre à l'élève que certaines données n'ont pas d'enjeu mathématique. Il faut aider à visualiser mentalement. On peut pour cela proposer du matériel, ce que dans l'ancienne édition j'appelais la boîte à problèmes, c'est-à-dire l'utilisation de personnages, de petits matériels, les cubes, etc. Ce matériel servant d'intermédiaire, il va accompagner la symbolisation, il va accompagner l'élève dans la démarche manipuler, représenter, abstraire pour l'aider à avancer dans sa compréhension du problème. Et puis un petit focus sur le rallimat. Alors en quoi ça consiste? Ce sont des problèmes ouverts. Antérieurement, il se passait en une seule séance d'1 heure. Là, on a choisi un format un petit peu différent qui est de proposer sur chaque séance de résolution de problèmes pendant la même semaine. Ça veut dire que le lundi, ils ont 15 minutes, le mardi, ils ont 15 minutes, le jeudi, 15 minutes, le vendredi, 15 minutes. Et à chaque fois, sur un seul des problèmes du rallye. C'est une modalité que vous pouvez complètement adapter si vous le souhaitez. Vous pouvez garder l'ancien format et y consacrer 1 heure en mettant les enfants en équipe directement avec les 4 problèmes. Là, l'idée était de pouvoir accompagner, de maintenir le temps d'attention des élèves sur un travail de groupe, parce que ce n'est pas toujours simple.
L'objectif, c'est bien de faire résoudre des problèmes pour chercher sur des différents domaines de façon coopérative. C'est un point qui est important pour nous, de valoriser le travail en équipe. Ça permet aux élèves de verbaliser, puisqu'on va leur demander, et ils vont, au fur et à mesure des situations qu'ils vont rencontrer, de l'expérience qu'ils vont acquérir, ils vont prendre l'habitude d'argumenter, de justifier auprès de leurs camarades. Et cette verbalisation, elle est extrêmement intéressante à observer, et elle permet aux élèves de progresser dans l'ensemble de leurs compétences. En termes de mise en œuvre, l'idée est assez simple. On crée des équipes de 3, 4, 5, 6 élèves selon nos besoins au sein de la classe. Ces équipes sont conservées pour toute l'année ou seulement pour la manche dont il est question. Il y a 4 manches, une en période 2, une en période 3, une en période 4, une en période 5. Vous constituez les groupes comme bon vous semble. Ça peut être par hétérogénéité, par homogénéité, par affinité, peu importe. Les élèves peuvent utiliser tous les outils qu'ils demandent, en dehors d'Internet évidemment. Bon, la question ne se pose pas vraiment en CP. Par contre, pour nous, il y a un point qui est important, c'est que ce n'est pas l'enseignant qui donne le matériel. C'est à l'élève de faire la démarche, de dire tiens, pour résoudre tel problème, est-ce que je pourrais disposer de cubes, de papier calque, de pâte à modeler, de tel récipient, j'en sais rien. Donc, il y a cet engagement qui est important et qui est intéressant. Après, il y a des règles de fonctionnement qui sont expliquées à différents endroits, qui sont assez simples pour chaque exercice. Les élèves gagnent 5 points si la réponse est juste, et on a décidé d'attribuer 5 points en plus si elle est bien expliquée. L'explication pouvant être orale ou écrite, c'est à vous de fixer les modalités. Si la réponse n'est pas juste, l'exercice ne rapporte aucun point, c'est aussi simple que cela. Voilà, on peut aussi choisir de ne pas mettre d'esprit de compétition entre les différents groupes, mais de le faire de façon collaborative pour avoir le score maximal. Il y a beaucoup de modalités différentes de mise en œuvre qui existent. Je vous invite à laisser libre cours à votre imagination et à vos besoins par rapport au profil de votre classe. Alors, le rôle de l'enseignant et des élèves est précisé dans l'introduction. Je ne vais pas tout reprendre en détail, mais l'enseignant, lui, est là pour encourager, pour étayer si nécessaire. Il peut inciter les élèves à verbaliser, inciter les élèves à rester sur l'objectif mathématique, suggérer d'écouter l'idée d'un élève spécifique, confronter deux groupes entre eux, réexpliciter l'exercice en le présentant d'une autre façon si besoin. Les élèves, eux, ils émettent des hypothèses, ils font des choix, ils argumentent, ils peuvent débattre, ils apprennent à communiquer leur démarche. Quand je dis qu'ils peuvent le justifier à l'oral, ça pourrait être par un court enregistrement sur un support numérique. Il ne faut pas chercher des choses très compliquées. Le but, c'est de faire des maths, c'est de chercher des solutions à des problèmes, tout simplement. Et puis, ils font aussi un apprentissage de la coopération. Le but, c'est que les élèves prennent conscience que même si on peut chercher seul, il est souvent plus efficace de chercher à plusieurs. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre à s'organiser au sein des groupes. Alors, la question de la correction, vous la gérez comme vous le souhaitez. Chaque épreuve de Rallymath figure dans un diaporama accompagné d'une correction animée. Le but n'est pas d'y consacrer un temps important. D'ailleurs, ce temps n'est pas comptabilisé spécifiquement dans les séances. Le but, il est plutôt sur le temps de réflexion. Alors voici un premier exemple. C'est la première manche, donc en période 2, un exercice de géométrie. Voilà, un exercice assez classique qu'ils ont déjà peut-être pu travailler en grande section. Et puis un deuxième exemple au cours de la manche 3. Trouve le nombre de tulipes de chaque couleur dans chacun des bouquets, donc ça permet de la manipulation. C'est pas mal un travail de réflexion qui est intéressant. Alors quelques exemples divers et variés sur la résolution de problèmes. En début d'année, on travaillera souvent sur le jeu du quart. Le matériel permet en effet d'avoir un temps de manipulation, et puis on y va de façon progressive. Ils ont au départ le matériel, et au fur et à mesure, ils vont devoir se passer du matériel. L'idée étant de les encourager dans la démarche manipuler, représenter, abstraire. Donc avec la confrontation, voilà, sur une séance, ils vont avoir 4 résolutions de problèmes différentes. Comme toujours, vous êtes libre d'adapter les valeurs numériques, de les modifier. Ici, on travaille aussi, là c'est une séance où on commence à rentrer dans une transformation négative en utilisant la soustraction, par exemple. Voilà, deuxième exemple, c'est une séance où on va travailler plus spécifiquement la question de la représentation, comment je passe d'une représentation classique avec des jetons, des ronds, au modèle en barre. Donc ça, c'est une séance où l'enseignant est très présent pour expliciter la construction du schéma en barre.
Un autre exemple de séance où là on présente et on construit la stratégie avec eux, donc on résout collectivement le problème présenté dans la stratégie, puis ensuite on en fait un second pour s'entraîner et réinvestir la stratégie aussitôt. Et puis vous aurez des temps dans l'année où parfois on fera des problèmes oraux, c'est-à-dire vous lisez juste un problème 2 fois et pas plus. On travaille sur la mémoire de travail, c'est le cas de le dire, c'est pas simple toujours pour les élèves. Et là, ils ont 1, 2, 3 minutes pour résoudre le problème. Donc on est sur des choses assez simples en général, des valeurs numériques qui sont relativement faibles pour permettre aux élèves de produire plusieurs problèmes. Et si j'ai le temps d'en faire un cinquième, j'en fais un cinquième. Là, c'est un travail sur l'ardoise qui doit être rapide. Et puis sur la deuxième partie de l'année, le fichier, le Problemus2, lui sera très souvent fait en autonomie. Alors se pose toujours la question de la lecture de la consigne. Plusieurs options, soit ils sont en capacité de commencer à lire tout seul, hein, les textes ne sont pas très longs, on a essayé de faire attention au vocabulaire utilisé. On peut aussi utiliser un audio, on va réfléchir pour les faire d'ailleurs dans le courant de l'année pour vous les donner, pour vous les rendre disponibles. Mais il y a vraiment l'idée que là, les élèves, ils avancent à leur rythme, ils prennent un problème, ils le résolvent, en suivant toujours la même règle sur celle des mini-fichiers, c'est dès que j'en ai fini 3, je me fais valider par l'adulte quand même. Mais il est important qu'ils puissent avancer à leur rythme. Et puis là, vous aurez dans le guide des séances des pistes de différenciation. Voilà, un élève qui avance très très vite, j'anticipe, je prends son mini-fichier un jour après la classe, et puis je change les valeurs numériques, histoire de lui donner un petit peu un os à ronger, ou je lui rajoute une étape au problème, c'est assez simple, et vous êtes tout à fait en capacité de le faire par vous-même. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, accompagnement, suivi, actualité de la méthode, vous connaissez absolument tout ça maintenant. Merci.